Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet un petit peu différent, un petit peu particulier, qui est le sujet de vivre sans thyroïde. Voilà, je sais que c'est un sujet qui va pas forcément parler à tout le monde, mais en fait là, ce qui m'intéresse, c'est de échanger sur ce que j'ai vécu, parce qu'en fait, donc je développerai après plus amplement, ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé, où j'en suis. Mais en fait, quand j'ai dû, à un moment, me décider pour me faire opérer et me faire enlever la thyroïde, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux, j'ai regardé sur, YouTube, sur, un peu partout et j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai pas trouvé beaucoup de témoignages ou beaucoup d'informations et donc je trouvais que, voilà, aujourd'hui, je trouve que ça manque et je voulais tout simplement échanger, si ça peut, un jour aider quelqu'un ou au moins faire connaître un peu ce sujet, même aux personnes qui ne sont pas directement, confrontées. Parce qu'en fait, finalement, la thyroïde et les maladies de la thyroïde et les impacts, les enjeux de la thyroïde, ça joue aussi sur la famille, ça joue sur, les personnes qui tournent autour de nous, hein, clairement. Alors, pour raconter, pour reprendre un petit peu depuis le début, en 2000, alors juste avant le Covid, donc en 2019, on m'a diagnostiqué la maladie de Basedow. Donc la maladie de Basedow, c'est, une hyperthyroïdie de base, mais en plus il y a des anticorps qui attaquent la thyroïde, donc qui attaquent le corps. Donc j'étais voilà, alors moi ce qui était un peu particulier, c'est que j'étais à des taux, mais voilà, 50 fois au-dessus des normes, hein, donc ils m'ont clairement dit que, j'ai eu de la chance d'être jeune, donc j'avais, 29 ans à l'époque, parce que quelqu'un de plus âgé aurait eu des gros problèmes cardiaques. Donc en fait, comment ils s'en sont aperçus? Et je trouve que c'est ce qui est dommage, c'est que, ils s'en sont aperçus parce que, quand j'étais plus jeune, j'avais eu déjà un problème, à un ovaire et donc je faisais un contrôle tout simplement de fertilité et en faisant les contrôles de fertilité, eh ben, ils checkent aussi tout ce qui est TSH et tout ce qui est, les hormones de thyroïde et c'est là qu'ils s'en sont aperçus. Ils disent que c'est dommage parce qu'en fait, j'avais déjà plusieurs symptômes depuis plusieurs temps. Depuis un certain temps, j'avais des problèmes de circulation, j'avais des problèmes d'hypertension, mais de la grosse hypertension, hein, 18,8, des choses comme ça. Et jamais les médecins ou mon médecin généraliste ne m'a dit: «Ah bon, on va regarder la thyroïde». Bon déjà, voilà quoi. Parce qu'en fait, avec mes taux, ce que disait l'endocrino, c'est que en fait, j'étais en hyperthyroïdie depuis plusieurs années et en tout cas intensive depuis déjà un certain temps. Bref, voilà, on va pas rechanger, l'histoire, mais je trouve que voilà, je trouve qu'on contrôle pas assez, hem, à des gens normaux la thyroïde quand on a certains symptômes. Bon voilà. Heureusement pour moi, j'ai été diagnostiquée rapidement, j'ai commencé un traitement. Donc voilà. Donc il y a un autre truc qu'on ne sait pas, c'est que il est très compliqué de trouver un rendez-vous avec un endocrino. À l'époque, donc il y a déjà 5 ans, 5-6 ans de cela, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un dont le mari était médecin et qui connaissait une endocrino. Voilà, enfin pour être honnête, c'est comme ça que j'ai eu un rendez-vous assez rapidement et quand il l'a contacté et quand il a partagé, voilà, mes taux ou autres, effectivement, elle m'a pris assez rapidement, au regard de ma situation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, on a un traitement, voilà, tout simplement, hein. Donc l'endocrino explique, ce qui se passe, que c'est une maladie auto-immune, hein. C'est-à-dire que c'est le système, auto-humain, donc immunitaire qui est dysfonctionnel et qui attaque une partie, donc un organe et donc moi c'est la thyroïde pour ce type de maladie et que la thyroïde étant déconnante, eh ben, il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans mon corps, dont la circulation, dont, la tension, hein, le rythme cardiaque, en fait, moi, j'avais déjà plusieurs symptômes, hein. J'avais quand même, une hypertension, j'avais pas mal de palpitations, j'avais pas mal, voilà, de sujets comme ça. J'avais aussi des problèmes de sudation, enfin clairement, j'étais toujours en hyper. J'étais hyper, voilà, hyper, mon corps était en hyperaction. Et donc j'étais toujours, soit très réactive, soit très fatiguée, en fait. J'avais déjà à l'époque, une hyperthyroïdie, tellement prononcée que mon corps était, très fatigué. Parce qu'en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que: «Ah bah, vaut mieux être en hyperthyroïdie, comme ça, au moins tu as de l'énergie et puis ton corps consomme, en fait, de l'énergie».
Oui, c'est pas faux, parce qu'on sait que sur les hypothyroïdies, c'est plutôt l'inverse et donc il y a énormément de fatigue, le corps est plus ralenti, voilà, voilà. Mais en fait, à un moment dans une hyperthyroïdie, quand on est vraiment depuis longtemps dans une haute hyperthyroïdie, le corps est aussi voilà, tire quoi, hem, tire sur certaines lignes et est hyper fatigué aussi. Donc moi, j'en arrivais là. Après, j'étais dans un rythme professionnel intense, voilà, intense. J'avais beaucoup de déplacements. Donc j'habitais en Belgique, enfin j'habite encore en Belgique et j'avais beaucoup de déplacements en France pour mon activité professionnelle. Ce qui fait que, moi je mettais tout ça, tous mes symptômes sur le rythme, voilà. Sur, le fait que j'avais une grosse activité professionnelle, que je me déplaçais beaucoup, que je travaillais beaucoup, que j'avais un rythme intense, voilà. Moi je mettais tout ça sur ça et en fait quand je suis allée faire, mes premiers checks, et ben le médecin m'a dit: «Non mais attendez, si tous les gens qui ont un rythme intense ou qui prennent le train ou qui se déplacent, voilà, tous les jours, sont comme ça, ben, on est mal barré, hein». Bon, bref, voilà. Donc, j'ai mon premier rendez-vous avec l'endocrino qui explique ce qu'est cette maladie, qui explique aussi, et ça on ne le sait pas, qu'avec, l'hyperthyroïdie et d'autant plus avec les traitements qu'on prend pour la maladie de Basedow, on ne peut pas tomber enceinte. C'est pas qu'on ne peut pas physiquement, c'est qu'il y a des graves conséquences pour les fœtus, des problèmes, au cerveau, des problèmes de développement et bien sûr des problèmes de thyroïde, voilà. À l'époque, ça m'a pas tant gênée parce que j'étais pas dans cette démarche, mais maintenant, 5 ans après, je peux vous dire que ça a quand même une incidence et que, voilà, mine de rien, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, quand on a ce type de maladie. Voilà, donc j'ai des traitements. Le premier traitement pour la maladie de Basedow et pour l'hyperthyroïdie, c'est 1 an et demi. Donc pendant 1 an et demi, on a un gros traitement pour réguler la thyroïde, réguler la TSH, T3, T4, les hormones thyroïdiennes, et voilà. En soi, moi, le traitement alors, allez, en 2 semaines, j'ai pris au moins 5 kilos. Parce qu'en fait, j'étais tellement dans une hyperthyroïdie que mon corps était, voilà, en plus, quoi. Mon corps était boosté, et donc en calmant un peu le truc avec le premier traitement, voilà, j'ai pris à peu près 5 kilos en 2 semaines. Bon, on m'a dit que c'était normal et que voilà, c'est tout. Et en fait, j'ai pas voilà, avec le recul, j'ai pas de souvenir, que ce premier traitement, ce premier shot a été, compliqué ou autre parce que j'étais vraiment dans un épuisement physique. J'avais vraiment des symptômes très compliqués avec ma circulation, j'avais les jambes qui enflaient, enfin voilà, j'avais plusieurs, problèmes. Donc ça m'a bien aidé sur au niveau cardiaque, au niveau du rythme, au niveau, voilà, de la circulation. Donc j'ai vu quand même une amélioration à ce niveau-là. Hem, Ce qui a été un peu plus compliqué à gérer, c'est l'aspect un peu moral, psychologique, j'ai envie de dire. Parce que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que la thyroïde joue aussi sur le moral, sur l'aspect mental. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément. Alors moi, j'étais suivie assez souvent et que l'endocrino à chaque fois me demandait comment j'allais, comment ça allait, moralement ou autre. Parce qu'en fait, la thyroïde joue énormément aussi sur ça. Et je pense que moi, j'ai eu cette chance, peut-être dans mon caractère ou peut-être, au stade de ma maladie, c'est que, hem, avant d'être diagnostiquée, j'avais pas tant de impact mental et c'est après avec mon traitement, quand j'ai eu, des changements hormonaux ou autres, que là, ça a un peu plus joué parce que jusque-là, moi, j'avais pas trop ce problème. Par contre, j'ai vu une youtubeuse qui en parle, elle aussi, elle a eu Basedow, elle aussi, elle a eu, une thyroïdectomie et elle expliquait qu'elle, en fait, elle était suivie depuis plusieurs années pour, déprime, dépression, et peut-être même, je pense qu'elle disait, bipolarité, et en fait, elle disait, pareil, «Jamais on a contrôlé ma thyroïde et jamais on a regardé le fait qu'en fait, et ben, cette déprime, cette dépression et ben, c'était peut-être lié à la thyroïde». Donc il y a quand même un aspect, assez poussé au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau moral, parce qu'en fait, les hormones jouent quand même sur cet aspect un peu de déprime.
Ça peut être une journée, par exemple, où on est, hyper motivé parce qu'on est en hyper, hein, donc on est hyper motivé, on a envie de faire plein de choses et bam, 1 minute d'après, on va être en bas quoi, en down et on va être déprimé, ça va être difficile et donc cette fille, elle expliquait qu'elle avait, souvent ça et qu'eux, ils avaient mis ça sur le dos de, voilà, d'une dépression en fait, hein. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, je trouve et c'est quelque chose aussi qui impacte, notre famille, nos partenaires, nos amis, parce que des fois, ils comprennent pas vraiment le lien, avec l'aspect mental, moral. Alors moi, je suis pas médecin, ni psy, ni rien du tout. Ce que je vous dis, je vous parle en tant que personne qui a eu cette maladie, qui a cette maladie et qui a expérimenté. Et je trouve que les médecins ne parlent pas assez de ça. Et d'une manière générale, on ne parle pas assez des troubles de la thyroïde, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui en souffrent, hein. Et autour de moi, à chaque fois que j'en parlais, et puis étant donné que maintenant voilà, j'ai une cicatrice, il y a des personnes qui posent des questions, et ben, il y a beaucoup de personnes qui ont une hypothyroïdie pour le coup, et qui de ce fait connaissent aussi ces enjeux, ces impacts, hein. Alors, je disais donc, moi j'ai pris 5 kilos dans les 2 premières semaines de, mon traitement de base d'eau. En soi, c'était pas comment dire? C'était pas grave pour moi parce qu'avec une hyperthyroïdie, on est quand même assez mince. J'étais quand même assez sportive, j'étais quand même assez, dans le mouvement, je faisais pas mal de sport, j'étais quand même assez active et je disais mon rythme professionnel faisait aussi que j'étais hyper enfin, pas hyper active en termes, médical, mais que j'étais dans une hyperactivité. Hem Et donc moi, ça m'a pas tant changé. Ce qui a été compliqué et ce que moi je vois aujourd'hui, sans thyroïde, mais ça j'en parlerai après, c'est qu'il est difficile pour moi et qu'il a été difficile pour moi avec les traitements de réguler, mon appétit et la façon dont mon corps élimine. C'est-à-dire que ça a été difficile pour moi avec les traitements, contre base dose, si je peux dire ça, hein, pour réguler ma thyroïde, ça a été difficile de reprendre un rythme de sport, reprendre un rythme parce que j'étais hyper fatiguée, parce que mon corps a eu un peu un choc de passer à, une hyperthyroïdie prononcée à, avec le traitement, boum quoi, le corps s'arrête, le corps se calme et le corps ralentit et ça a été dur, physiquement pour moi. Ça a un aspect aussi un peu, mental et moral parce que quand on a l'habitude d'être actif, de faire du sport, d'aller courir et que et ben là, on en arrive à on est trop fatigué même pour se lever ou pour se supporter soi-même, heu, ça a quand même été assez difficile pour moi d'accepter. Mais comme je le disais, ce qui m'a un petit peu aidée, c'est que moi, pour le coup, j'ai été diagnostiquée fin 2019, donc juste avant le premier er block-out du covid. Et donc en fait, je suis restée 3 mois en télétravail chez moi, jusqu'à l'été 2020 et ça a été 3 mois où j'étais en télétravail, où j'ai arrêté les transports, où j'ai arrêté les déplacements, où j'ai pu un peu me reposer et où j'ai justement repris le temps de bien m'alimenter, de reprendre un petit peu du sport, sur cette période, voilà, sur ce premier traitement d'hyperthyroïdie que j'ai eu. Donc ça m'a quand même, pour le coup, hem voilà, cette pause Covid m'a quand même aidée moi dans ma maladie et dans ma gestion de ma maladie, de mon traitement. On est quand même sur des traitements lourds, faut quand même le dire, hein, on est quand même sur des choses qui attaquent, hein, donc il y a que c'est pas voilà, c'est pas simple, mais en soi, mon premier traitement a été quand même assez voilà, ça a été déroulant, ça a été plutôt simple. Donc au bout d'1 an et demi, on fait un check, hein, même si régulièrement on a des contrôles avec l'endocrino. Au bout d'1 an et demi, on fait un check, voilà, TSH, T3, T4 sont équilibrés et donc on arrête les traitements, on arrête tout et moi, à partir de ce point-là, je ne vais plus chez l'endocrino pendant au moins 1 an. Mais alors, on m'avait pas dit spécialement qu'il fallait contrôler entre-temps. Et j'avais pas spécialement eu l'idée, je sais pas, peut-être que j'étais genre naïve ou peut-être que pouf j'avais plus envie de penser à ça, mais j'ai pas recontrôlé ma thyroïde pendant 1 an. Et en fait, j'ai quand même senti le changement au bout d'1 an parce que je sentais que je retournais sur un penchant d'hyper.
Je sentais que j'étais plus énervée, je sentais que je recommençais à suer, je sentais que je recommençais à avoir un peu des palpitations cardiaques. On le sent physiquement, franchement, il faut le dire, on le sent. Et je suis allée chez le généraliste, et j'ai fait une prise de sang et voilà, bam, c'était reparti. J'étais en hyper, anticorps. Alors moi, les anticorps ont toujours été là. Même à la fin de mon premier traitement, j'avais toujours des anticorps positifs, anti-TPO, anti-TSH. Donc moi, j'ai toujours eu des anticorps, hyper hauts, hein, mes anti-TPO à +400, donc voilà, on est quand même sur des choses assez hyper enfin voilà, hyper hautes, hein, c'est tout. Et en fait, voilà, donc mon médecin généraliste me dit: «Bah, il faut repartir chez un endocrino, il faut recommencer, tralala, hein, reprends, hem», je crois qu'en Belgique, on dit tyrosol, ce qui n'est pas le même qu'en France, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Heu et j'avoue, moi, j'ai fait un petit blocage là. J'ai fait un petit blocage parce que, hem et bah, clairement, ça me saoulait, en fait. En fait, on m'avait dit, avec mon premier parcours, que il y a quand même, je sais plus, mais au moins, 80 des chances qu'il n'y ait pas de rechute. Voilà et que base d'eau, dans la majorité des cas, avec, 1 an et demi de traitement, ça se régule tout seul. Bon, comme par hasard, moi je n'étais pas dans ces cas. Si voilà, si vous avez été confronté, à ça, n'hésitez pas à me dire parce que ça m'intéresse d'avoir aussi des retours. C'est aussi pour ça que je fais cet échange. C'est pour qu'on en parle un peu plus ouvertement, autant dans notre suivi que nous, comment on a perçu et que aussi comment notre famille a perçu ça aussi. Donc voilà, donc je retombe un petit peu dans cette spirale. Je change d'endocrino. Cette fois, je me fais suivre en Belgique, hein, parce que comme j'expliquais, à l'époque, je travaillais en France beaucoup et c'est pour ça que j'ai pu me faire suivre en France, à Lille, hein, et là, je me fais suivre à Bruxelles, en Belgique. C'est pas le même suivi. Ce qui m'a un peu dérangée au début, c'est que j'avais pas un endocrino fixe, c'est-à-dire qu'on va dans un gros centre médical, hein, et on n'a pas un endocrino fixe et moi ça m'a un peu dérangée, moi ça m'a dérangée, donc j'ai demandé rapidement, à avoir quelqu'un qui était là, depuis longtemps et qui, je savais, pouvait rester. Parce qu'en fait, quand on a des traitements encore pendant 1 an et demi, qu'on va tous les mois chez l'endocrino, ben, je trouve que c'est important d'être suivi par la même personne. Surtout qu'à l'époque, j'avais déjà alors, 33 ans quasiment, hein, donc et bah, je commençais quand même à vieillir et que j'avais quand même des sujets par rapport à une potentielle, grossesse et maternité. Je reviens sur cette histoire de on ne peut pas tomber enceinte quand on a ce type de traitement. Déjà quand on est dans une grosse hyper, parce que la TSH est importante pour le développement du fœtus et que l'hyper attaque aussi le fœtus, attaque aussi la thyroïde du fœtus, voilà, et qu'après les traitements contre base d'eau sont tératogènes, donc sont hyper, toxiques, si je peux dire ça, hein. Comme j'ai dit, je suis pas médecin, j'utilise les mots que je retiens, contre le fœtus et créent des malformations pour les fœtus, voilà. Donc je retombe là-dedans et j'avoue que là, ça m'a fait quand même un coup de massue. Je me suis dit: «Mais ça va jamais, je vais jamais m'en sortir de ce truc» et là, j'ai eu tyrosol et je trouvais, alors c'est peut-être moi, c'est peut-être psychologique, j'en sais rien, mais je trouvais que je réagissais moins bien au tyrosol qu'au traitement que j'avais eu en France, alors qui n'a pas le même nom, mais qui, en soi, je suppose que c'est la même molécule, hein, mais voilà. Et vu que je n'avais plus de sécurité sociale française, hein, j'étais en Belgique, j'ai un employeur belge, je pouvais plus me faire suivre en France et donc le traitement était belge. Et c'était pas forcément la même molécule parce que j'avais demandé à l'endocrino, on en avait parlé, et le traitement que j'avais en France n'était pas livré, n'existe pas en Belgique. Donc voilà, c'est tout, c'est pas grave. Je prends cette molécule pendant une grosse année, et c'est vrai que c'est une année compliquée. C'est une année, où j'ai, des hauts et des bas. Là, j'ai vu vraiment un impact de cette maladie, sur le long terme, en fait, de ces traitements aussi, parce que je repartais pour 1 an et demi. Ça faisait déjà, alors 1 an et demi plus 1 an et demi, 3 ans. Entre-temps, j'ai eu 1 an à peu près de pause. Donc ça faisait déjà 4 ans que j'avais ce truc. Et je sentais que mon corps était hyper fatigué, que je creusais, quoi. Que je puisais dans mon énergie, dans mon état physique, psychologique, mental, moral. J'avais du mal. J'avais plus d'énergie déjà physique.
Donc ça m'était très difficile de me lever, d'avoir une vie normale, de faire du sport. Là, j'ai arrêté tout sport, hein. J'ai arrêté tout sport à cette deuxième, enfin à cette rechute, hein, donc à ce deuxième traitement, parce que j'arrivais pas, parce que je pouvais pas tout faire et que physiquement, je n'arrivais pas à gérer et que mon mental était tellement concentré à allez, motive-toi, va travailler, lève-toi, fais les choses de la vie. Le reste, fallait rien me demander. C'est là où j'ai vu un impact et c'est là où mon mari m'a dit même qu'il voyait un impact sur moi parce que ça a été très difficile. En fait, j'étais aussi hyper, comment dire, j'étais aussi même mentalement, avant ce deuxième traitement, à tout gérer, à être hyper réactive, eh ben, j'ai envie de dire, même comme une femme du 21e siècle qui est sur tous les fronts. Sauf que là, avec mon deuxième traitement, je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus à tout gérer. Je ne pouvais pas me concentrer sur ma carrière, sur mon activité professionnelle, sur ma vie, sur ma famille, sur moi, sur ma santé. J'arrivais plus à tout gérer, clairement. Donc j'ai fait des choix, j'ai arrêté le sport, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur moi et pendant 1 an, ça a été, voilà quoi. Jour après jour, lentement, on étudie avec l'endocrino comment évolue mon état de santé, mon état physique. Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué, surtout que, à un moment, comme je disais, j'arrivais à 33 ans, 34 ans, et je me posais des questions parce qu'on me disait encore que, j'avais beaucoup d'anticorps, donc la situation ne s'améliorait pas, hein, je vais être honnête. La situation ne s'améliorait pas, j'avais ce traitement lourd qui m'impactait et j'en étais: «Bah, qu'est-ce que je fais?» Qu'est-ce que je fais? J'ai 34 ans. À côté, comme je vous avais dit, j'ai déjà eu un problème à un ovaire qui n'est pas fonctionnel. Le gynéco me dit, bah, vous arrivez à 34 ans, en sachant qu'à partir de 35 ans, une femme devient chaque année 50% moins fertile. Bon, super. Donc voilà, donc j'ai beaucoup échangé, je me suis beaucoup posée avec l'endocrino. J'arrivais à 1 an après mon deuxième traitement. J'avais déjà 34 ans. 30, oui, je me suis fait opérer, j'avais 34 ans. Donc j'arrivais à 34 ans, et puis on s'est dit, bah, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai eu deux choix. Enfin, l'endocrino m'a proposé deux choix. Soit on enlevait la thyroïde, c'est ce que j'ai fait, soit je faisais de la radiothérapie pour, en gros, cramer la thyroïde et avoir un traitement à vie comme j'ai aujourd'hui. Alors, il y avait une troisième solution médicamenteuse, c'est-à-dire on compensait les médicaments pour bloquer la thyroïde et puis pour compenser. Mais je me suis dit, vu comment je réagis déjà là au tyrosol, ça va pas le faire. Je peux pas augmenter fois je sais pas combien mon tyrosol, c'était pas possible pour moi hormonalement, c'était pas possible. Il y avait trop d'impact. Donc on a réfléchi, j'ai échangé beaucoup autour de moi. J'ai eu la chance de pouvoir rappeler mon ancien endocrino français qui m'a quand même, voilà, parce que je voulais quand même un deuxième avis. Et c'était important, je pense que c'est important, ça on le dit pas assez, mais il faut quand même demander des deuxièmes avis avant, avant de se faire enlever la thyroïde, avant de faire de la radiothérapie, parce que ce sont des traitements hyper lourds et puis permanents. C'est permanent de se faire enlever la thyroïde. Bref. J'ai la chance, merci à ce médecin parce que j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec elle dans le cadre de cette prise de décision, et elle m'a expliqué que, heu, elle voyait des personnes vivre sans thyroïde très bien vivre, et que la radiothérapie en fait, finalement le corps a un quota de radiothérapie, que j'ai 34 ans, qu'on ne sait pas ce qui peut se passer pour les 30 ou 40 prochaines années, hein, voilà. Vu déjà mon quota génétique, bon, super. Et que voilà, elle laisse le choix. En fait, ici, les endocrinos laissent le choix énormément aux patients. Ce que je trouve bien, mais en même temps, je trouve que c'est difficile parce que moi, je n'ai pas la connaissance médicale. Moi, j'y connais rien, et je trouve que ça a été un peu difficile pour moi de me décider. Parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas acculé, tant qu'on n'a pas un gros cancer, tant qu'on n'a pas une grosse maladie et qu'il faut en urgence enlever, la thyroïde ou un organe, on se dit pas: «Allez, je vais me faire charcuter, je vais prendre 3 mois d'arrêt et puis ça y est, quoi». Non. Moi, ce qui m'a fait décider, c'est cette histoire de maternité, de grossesse, qu'aujourd'hui j'ai 35 ans et que, à un moment, bon, c'est bien aussi d'anticiper les choses si on veut bien s'organiser et faire les choses bien. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a fait décider pour me faire enlever la thyroïde.
Ça et le fait que vraiment ce tyrosol, j'avais vraiment du mal à le supporter et que ça devenait ingérable. Je me reconnaissais plus, j'avais des hauts et des bas, j'avais des enfin vraiment mentalement, mais je ressemblais à une bipolaire quoi. Alors que je savais que c'était pas psychologique, que c'était hormonal, mais ça en devient psychologique. Enfin je veux dire, ça en devient psychologique. J'avais des difficultés émotionnelles, à gérer, mon quotidien. J'avais des difficultés à gérer autant ma pression du travail que je disais, j'avais jamais eu avant parce que moi j'étais un peu, je savais gérer certaines choses et pas là que je ne savais plus tout gérer. J'arrivais plus à être sur tous les pans, sur toutes les activités, j'arrivais plus à gérer mon corps, ma maladie, mon traitement, ma vie professionnelle, ma vie de famille, voilà, je j'arrivais plus. La pression quoi, la pression de la vie, c'était vraiment très, très difficile et je rentrais même dans une phase un peu déprimée, où je m'étais dit à un moment, bah, je vais même aller consulter, un psychologue pour un peu échanger, pour voir, pourquoi ça joue autant sur moi, quoi. Voilà. Donc, j'en reviens à mon deuxième traitement où j'ai vraiment du mal. Je fais une prise de poids, prise de poids, prise de poids. Alors moi, j'ai de la chance de, pas trop aimer manger, je pense et du coup, j'ai pris effectivement 6-7 kilos, mais j'ai jamais eu, comme, certaines personnes, des gros problèmes, parce qu'il y a des personnes qui, avec des problèmes de thyroïde, qui en deviennent, voilà, obèses, hein, faut le dire aussi, c'est pas et moi j'ai réalisé, c'est pas de leur faute. Parce qu'en fait, c'est hormonal. C'est vraiment le corps qui a du mal à gérer, à éliminer, à s'activer. Et ça, j'en parlerai après mon opération, où moi, j'ai vu plus ça, ce type d'impact. Et donc clairement, je tiens aussi à le dire, les personnes qui ont des problèmes de thyroïde ont des problèmes parfois de poids et c'est vraiment pas de leur faute. C'est pas, elles veulent pas se bouger, c'est déjà on a du mal à se bouger parce que physiquement c'est très compliqué, mais c'est aussi le corps a du mal à éliminer et le corps, n'est plus aussi actif que quelqu'un de normal. Voilà. Donc j'en arrive à juin 2024, ça y est, je me fais opérer, je me fais enlever la thyroïde. Bon, déjà, on ne m'avait pas dit que ce serait aussi douloureux, hein. J'avais pas conscientisé ça ou je voulais pas. Je sais pas si j'ai occulté cet aspect, mais ça a été très, très douloureux. Très, très douloureux, hem, à ma gorge, à mon cou, à mon dos, parce qu'en fait, ils opèrent à l'envers, hein. La tête est à l'envers, donc j'ai des problèmes de dos. J'ai été, je sais pas combien de fois après mon opération chez l'ostéo. Voilà, très, très douloureux. J'ai eu 2 mois d'arrêt, je pense et mes 2 premières semaines alors je vais reprendre depuis le début. J'arrive à l'hôpital, tac, on se fait opérer, bon ça c'est tout, hein, c'est l'opération, voilà. Hem, j'ai eu un petit problème déjà avec l'anesthésie, on ne sait pas trop ce qui s'est passé et en fait mon corps a eu du mal à se réveiller donc je suis restée, en, réveil jusqu'à la fin de l'après-midi alors que je me suis fait opérer à la première à 7 heures du mat. Bon, déjà il disait: «C'est pas GG, voilà, le corps a un peu de mal à se redynamiser», mais bon voilà, c'est tout. On se réveille, ça fait vraiment très mal, je vais être honnête, ça fait très mal, mais bon voilà, là, je vous parle 1 an après mon opération et puis c'est tout. Le corps oublie. Finalement, le corps oublie et j'en parlais avec une de mes copines qui a accouché en césarienne et c'est vrai qu'on se disait en fait: «Waouh, comment le corps peut oublier la douleur?» Donc voilà, j'ai pas envie d'être alarmiste pour les personnes qui, m'écoutent et qui vont peut-être se faire opérer. Ouais, bah, c'est tout, c'est pas grave, enfin, ça fait mal, vous le savez, de toute façon, on nous donne des antidouleurs, hein, donc c'est tout, c'est comme ça. Et puis on s'en remet, voilà. J'ai eu un problème, moi, de calcium. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la glande thyroïdienne et autour, il y a 4 glandes, des parathyroïdes, qu'on appelle ça. Ce sont les glandes qui gèrent le calcium. Quand on va voir le chirurgien nous dit effectivement, il y a, je sais pas moi, dans peut-être 30 ou 40% des cas, des problèmes de calcium, parce qu'il se peut que ben, dans l'opération, il faut enlever une, deux glandes. Parfois, les glandes sont impactées aussi, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont des cancers de la thyroïde, hein. Moi, j'ai eu de la chance de ne pas avoir de goitre. J'ai eu de la chance de ne pas avoir ce type de problème, parce qu'il y a des gens qui ont des vrais goitres, qui ont des vraies gorges qui enflent, des tumeurs sur la thyroïde, et là, c'est vraiment... Enfin voilà, quoi, physiquement, c'est compliqué. Moi, j'ai eu cette chance de ne pas avoir ça.
Moi, j'avais juste une thyroïde hypervascularisée et puis, non fonctionnelle, hein, donc à un moment, voilà, c'était compliqué, donc on l'enlève. Mais j'ai eu de la chance de pas avoir, de tumeurs, de pas avoir de cancer, parce qu'il y a des personnes qui ont des tumeurs et des cancers et des goitres, enfin vraiment, voilà, on est sur un autre niveau, hein, quand même. Donc on nous explique que, il se peut qu'il y ait un problème de calcium parce que ces glandes gèrent le calcium et le calcium, en fait, moi, je ne savais pas qu'est-ce que le calcium fait en soi. Bon, voilà, mais le calcium est hyper important et en fait, je remonte du bloc, hein, en fin de journée, ma famille vient me voir, la chirurgienne vient me voir, OK, on check, ça va, tralala et en fait, ce qu'on ne me dit pas, que je découvre le lendemain, c'est qu'ils m'ont enlevé 3 paras. Ils ont dû enlever 3 parathyroïdes. Pourquoi? J'en sais rien, mais dans l'opération, il y a 3 paras qui sautent. Bon, OK. Et on ne me le dit pas le premier jour à la remontée du bloc et en fait, dans la nuit, alors on est à la nuit, on est à l'hôpital, on ressort, on a été, anesthésiés généralement. Moi, je suis hyper fatiguée, en plus, je vous ai dit, l'anesthésie, bon voilà, hein, pas génial. Donc ma nuit se passe, enfin moi je suis vite hyper fatiguée, donc je vais vite dormir, hein. Mais je me réveille dans la nuit et en fait je commence à avoir des alors ça commence avec des palpitations, vous savez un peu des fourmis dans le corps, donc les jambes, les mains, les bras. OK, je me dis: «Bon c'est pas grave, hein, je vais pas aller commencer à aller ameuter, les infirmiers pour ça, c'est pas grave». Sauf que plus la nuit passe et plus j'ai cette sensation de ne plus sentir mes membres, mes bras, mes mains, mes pieds, mes jambes et ça monte, ça se développe et j'en suis à même mon visage, je sens plus mon visage. Et je me dis à un moment, en fait, c'est même pas que je ne sens plus, c'est que j'arrive plus à bouger mes bras, hein. Et je me dis à un moment, je vais quand même en parler à l'infirmier parce que, bah, si j'arrive plus à bouger mon bras et qu'il se passe vraiment quelque chose, je peux plus l'appeler. Enfin, dans ma tête, j'étais vraiment là, quoi, hein. Donc j'appelle l'infirmier et puis de toute façon dans la nuit, ils viennent checker quand même, hein. Donc je lui dis, bah, je sais pas si c'est normal ou pas, mais j'ai vraiment ça, quoi. Donc je décris mes symptômes et il dit: «Ah ouais, bon». Et donc là, il appelle le chirurgien de garde et donc il parle du calcium, pardon. Il me fait une prise de sang tout de suite pour checker le calcium et ce qui est bien, c'est qu'il m'a donné tout de suite des cachets de calcium. En fait, c'est des gros cachets de calcium, hein, il y a des personnes âgées qui le prennent, c'est, calcium, vitamine D, tralala. Donc il me donne tout de suite ces cachets et il me donne une intraveineuse de calcium. Bah, merci à lui d'avoir été, réactif parce qu'en fait, effectivement, j'ai eu une grosse réaction, une grosse chute de calcium, ce qui m'a valu de rester 2 jours de plus à l'hôpital, parce que tant que le calcium n'est pas un peu plus remonté, ils nous font pas sortir, hein. Et puis de toute façon, je tenais pas sur mes jambes et puis de toute façon, je sentais plus, comme j'ai dit, je sentais plus mes bras, je sentais plus mes jambes, enfin voilà, c'était très compliqué. Donc ces symptômes partent, ces gros symptômes partent, alors le lendemain ou le surlendemain parce qu'ils me boostent au calcium et donc là, le chirurgien, hein, vient et m'explique, «Oui, bah, il s'avère qu'on a dû vous enlever 3 paras dans l'opération». OK. Et moi qui ne suis pas dans le milieu médical, j'ai même pas la réaction de demander: «Mais pourquoi?» OK. Alors aujourd'hui, je sais toujours pas pourquoi, mais bon, c'est tout, soit, c'est la vie. J'ai même pas cette réaction de demander: «Pourquoi?» Bon, tant pis, hein. Et donc, après ça se règle. En fait, ça peut se régler comme ça peut ne pas se régler. Ce que j'échange avec l'endocrino parce que dès qu'on sort de l'hôpital, on a rendez-vous avec l'endocrino, alors je dirais, 2 semaines après. Ah non, pas 2 semaines parce que je sortais pas du lit, donc 1 mois après quand on est encore en arrêt. Donc pendant 1 mois, j'ai des gros cachets de calcium, j'ai un traitement de calcium. Donc, alors oui, pendant 2 semaines, c'est compliqué, mais après ça s'améliore, hein, c'est tout, c'est comme ça. J'en ai vraiment énormément, j'ai, allez 1, 2, 4, 6, 8, j'ai au moins 8 à 10 grammes de calcium, par jour, hein, parce que vraiment j'ai eu un gros problème. Au bout d'1 mois, je retourne voir mon généraliste pour me prolonger, qui me dit: «Ah ouais, effectivement, je vous ai jamais vu comme ça», mais je me traînais, mon corps n'avançait pas. J'avais du mal à me lever, j'avais du mal à être debout, j'avais du mal à tout faire. Heureusement, ma mère est venue pour m'aider la première semaine, parce que je pouvais pas me lever, je pouvais rien faire et puis bon, j'avais pas spécialement envie de demander à mon mari, «Viens m'aider à me laver» ou à m'emmener aux toilettes. Alors, vraiment merci, moi j'ai été accompagnée, j'ai eu cette chance
et franchement, pour ceux qui vont se faire opérer, je le dis quand même, tout seul, la première semaine, c'est trop compliqué, hein. Faut pas faire ça tout seul la première semaine, hein. Enfin, voilà, je le dis, quoi. Hem, voilà. Alors le calcium se résout et ce qui est bien, c'est qu'un mois après, mon endocrino me dit: «Ben, on va quand même checker» parce qu'en fait, c'est pas juste vérifier le calcium, mais c'est vérifier si la seule glande, la Survivor, fonctionne toute seule. Parce qu'en fait, elle m'explique qu'il y a un système quand même médical, enfin physique, qui est bien. C'est que quand on a ce type d'opération, on peut vivre avec une seule glande parathyroïdienne et en fait, elle prend le relais. Elle est en voilà, elle est en boost et elle prend le relais. Donc moi, elle contrôle et il s'avère que ma dernière glande fonctionne, est fonctionnelle et elle prend le relais des 3 autres. Et ce qui est bien, voilà, aujourd'hui, je n'ai plus de problème de calcium. J'ai eu, allez, 3 mois de boost intensif de calcium. Là, je contrôle encore un petit peu. De temps en temps, je prends encore des cachets de calcium et de vitamine D. Là, j'ai eu un gros problème, par contre. Aujourd'hui encore, j'ai un problème de vitamine D, mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que ça s'arrange, en fait, hein, dans la longueur. Donc j'ai quand même plus de 2 mois d'arrêt. Parce que je peux pas. Physiquement, c'est très dur. Moi, j'ai un gros, en fait, moi, comme je l'ai dit, pendant des années, j'ai été en hyper et là, boum, j'ai un choc hormonal, quoi. J'ai un choc physique. J'ai, des premiers symptômes, c'est-à-dire que j'ai, ce froid glacial intensif. J'ai mon corps, gelé. J'ai ma circulation qui ne fonctionne plus. J'ai les doigts enfin, moi, j'ai déjà le symptôme de Raynaud, je sais pas pour ceux qui connaissent, hein, c'est un problème de circulation, du bout des doigts et aux pieds, en fait, du bout des comment on dit? Du bout du corps, je sais pas comment on dit ça? Qui ne fonctionne pas, mais ça a toujours été depuis que je suis gamine, donc c'est pas grave, hein, c'est pas voilà, c'est pas grave, on met des gants, on bouge, tralala, c'est une notion de faire circuler. Mais là, quand je dis que je suis, glacée, c'est que je me fais opérer l'été, hein, il fait quand même 30 degrés et que j'ai 50 pulls, que je suis, mortifiée quoi. C'est un froid de mortification. Donc j'explique à l'endocrino, tralala, elle augmente mes doses parce que j'ai toujours 100 pendant le premier mois, j'ai 100 de L-thyroxine. Voilà. Et elle dit, «Tant que ma TSH, T3, T4 sont bonnes, il n'y a pas vraiment d'intérêt à augmenter». Mais vu que j'ai quand même ces symptômes, vu que j'ai une grosse perte d'énergie, j'ai une hyper fatigue, comme je vous dis, je me traîne, hein, pendant 2 mois, hein, tellement que, j'ai dû me faire une petite rééducation pour marcher, hein. Je disais avec mon mari: «Viens, on va faire genre le tour du pâté de maison, on va au bout de la rue, on revient». C'était un sport. J'avais des suées, j'avais des montées de boost physique, j'arrivais pas à aller au bout de ma rue, à revenir, c'était très compliqué. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde et vraiment mon endocrino, le chirurgien et mon médecin généraliste m'ont dit: «Voilà, moi ça a été quand même assez une réaction, heu, hyper réactive, mais c'est pas la normalité, hein. C'est pas, les gens qui se font enlever la thyroïde n'ont pas une hyper réaction comme moi». Bon, je tiens quand même à le dire pour pas être alarmiste. Et là, ils m'ont dit quand même, bah, moi j'ai eu une réaction, peut-être parce que ça faisait, allez, 10 ans que j'étais en hyper, ou peut-être parce que, le choc physique a été important, ou l'histoire du calcium, l'histoire de l'opération, l'histoire de, l'anesthésie, enfin voilà, c'est un cumul quand même chez moi, hein. Donc j'ai 2 mois d'arrêt, 2 mois où je ne fais rien et en même temps, tant mieux parce que comme je l'ai dit, il faut gérer le truc, quoi. Il faut gérer la douleur, il faut gérer, le changement hormonal, le changement physique, donc c'est 2 mois où j'en avais besoin. J'aurais même là, avec du recul, j'aurais peut-être même dû prendre un mois de plus pour vraiment être bien, mais bon, on fait pas ce qu'on veut et à un moment, il faut retourner travailler. Voilà. Au niveau de la cicatrice, hem si j'ai bonne mémoire, j'ai eu un seul point. En fait, ils collent maintenant. Ils mettent une colle. Il y a plus de point, à la main ou il y a pas de point de fil. J'ai eu un seul fil pour le drain parce qu'en fait, il y a quand même un drain, hein, parce qu'il y a du liquide, il y a un drain, il y a du liquide. J'ai eu un point pour le drain et j'ai eu un point, je pense, sur la cicatrice, mais c'est tout et en fait, la cicatrice a été collée et franchement là, le chirurgien a fait un très bon travail. C'est que là, même 1 an après, alors j'ai fait attention à ma cicatrice, hein. Pendant 1 an, je l'ai protégée. J'ai acheté des t-shirts avec des cols. Pendant 1 an, les gens n'ont pas vu ma gorge parce que je voulais vraiment faire très attention, à cette gorge, à cette cicatrice et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on ne la voit quasiment pas
J'ai mis beaucoup de crème, j'ai massé, c'est ce qu'on nous conseille, hein. Je suis allée chez hem, l'ostéo qui fait aussi des massages, hein, qui m'a beaucoup aidée parce que moi j'avais beaucoup mal à la gorge en fait, hein. Parce que, parce que quand on opère, on coupe des muscles, on coupe un enfin, je sais pas si on coupe des muscles, hein, d'ailleurs, j'espère pas, mais on coupe un petit peu dans la chair, on tire sur des muscles. Le fait de recoudre, enfin voilà, c'est pas, hein, on coupe la gorge, quoi. Donc je suis allée chez l'ostéo faire un petit peu de la rééducation de la gorge, j'ai eu beaucoup de massages, ça m'a beaucoup aidée ça. Moi, j'avais très mal à la gorge. Quand j'avalais, j'ai eu des problèmes de déglutition. C'est des choses qu'on ne sait pas non plus quand on se fait opérer, mais on peut pas mâcher tout de suite, hein. Il faut au moins 1 mois avant d'avaler correctement. Donc on mange liquide, hein, c'est pas grave, hein, voilà, c'est tout, c'est 1 mois, c'est pas grave. De la soupe, de la purée, tout ce que vous voulez, des yaourts, bref, moi je prenais, bah, du coup beaucoup de lait parce que j'ai des problèmes de calcium, hein. Voilà, donc pendant 1 mois ou 2, on mange liquide, mais après ça passe. Franchement aujourd'hui, j'ai plus de problème au bout d'1 an. Donc ça, c'est quand même quelque chose à savoir, la déglutition, faire attention à ce qu'on mange et en même temps, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, parce que du coup, pendant 1 mois ou 2, moi, j'ai beaucoup moins mangé, ce qui m'a permis de pas trop prendre de poids. J'ai pas maigri, alors que finalement, je mangeais quasiment rien, je vais être honnête. Mais comme je le dis, et là je vais en parler, les effets de ne plus avoir de thyroïde, c'est ça aussi. C'est que ce qu'on mange, moi aujourd'hui, mon mantra, c'est ce que je mange, les calories que je mange doivent en valoir la peine. Parce que je ne peux plus manger comme j'étais avant. Avant, j'étais en hyper, je mangeais n'importe quoi, du sucre, des bonbons, des gâteaux, je ne faisais pas du tout attention à ce que je mangeais et j'éliminais. J'avais de l'énergie, mon corps était en hyperaction, donc j'éliminais physiquement, naturellement. Aujourd'hui, mon corps n'a plus ce même rythme. Donc je fais hyper attention à ce que je mange. Ça, on me l'avait un peu dit avant mon opération, l'endocrino m'avait dit vous ne pourrez plus, en tout cas, il va falloir vraiment avoir un rééquilibre alimentaire si vous ne voulez pas trop prendre de poids et grossir. Donc je l'avais entendu, mais aujourd'hui je le vis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis le fait de faire attention à ce que je mange, alors je ne suis pas à compter les calories, mais je vais faire attention à mon sucre, je vais faire attention à, je n'achète plus de gâteaux, j'achète plus de bonbons, j'achète plus tout ça. Si je mange un gâteau, parce qu'il y a un événement ou parce que j'ai envie quand même de me faire plaisir, je sais que ça aura des conséquences. Heu, Ça je le dis parce qu'il y a des gens qui peuvent dire: «Ouais, tralala, on s'en fout». Mais en fait, déjà c'est un choc d'enlever un organe, hein. Déjà c'est un choc d'avoir un traitement à vie, parce que finalement on a un traitement à vie. Moi j'ai de la L-thyroxine à vie, comme toutes les personnes qui ont ce type de sujet. Mais en plus, si on doit prendre du poids, si on doit avoir des problèmes de poids, des problèmes, peut-être d'obésité, comme j'ai dit, il y a des gens qui ont ce type de problème, hein, heu, merci, moi j'avais pas envie de rentrer là-dedans. Et surtout qu'on est très fatigué. Moi, il y a que maintenant où je reprends une activité physique, où j'ai pu reprendre du sport, à quasiment 1 an après mon opération. Donc en fait, un corps qui est à l'arrêt, un corps qui ne fait plus rien, bah, c'est un corps qui grossit. Si en plus on mange n'importe quoi, c'est fini. Là, moi je vous dis, J plus 10 mois après mon opération, en ayant fait vraiment attention à ce que je mange, mais en n'ayant aucune activité physique, sportive, j'ai pris, hem, allez, 3 kilos, ce qui n'est rien, mais je fais hyper attention. Je vois très bien que dans les moments où je fais pas attention, où je vais au resto, où j'ai des vacances, et ben alors là, je peux prendre 2-3 kilos en une semaine. Par contre, là, derrière, c'est très compliqué pour les éliminer. Très compliqué pour les éliminer. Heu, Ça, c'est important à dire et voilà. C'est vrai qu'on peut dire, «Oui, bon, c'est pas grave, ça vaut pour la santé». C'est vrai, mais en fait, c'est un bien-être quotidien aussi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je ne rentre plus dans rien. Je ne rentre plus dans mes habits d'avant mes traitements, je rentre plus dans rien. Parce qu'avec mes hyper, moi, j'étais quand même très mince. Voilà, voilà, je le dis, j'étais très mince. Mais aujourd'hui, je rentre plus dans rien du tout. Mais c'est pas grave, c'est tout, c'est la santé, c'est le temps que le corps se remette et puis voilà. On verra si je perds parce qu'en fait, j'ai pris, 6 kilogrammes, 6-7 kilogrammes en 4 ans, 3 ans. Beh, 6 kilogrammes, c'est plus d'une taille, hein, donc voilà, hein. Et on refait pas sa garde-robe, tous les voilà, hein. Je vais pas racheter des fringues, à chaque fois que je prends du poids, hein. Donc voilà, c'est un sujet, le poids, mais en soi, si on fait attention et alors ce que je veux dire aussi, c'est que je me fais suivre par une nutritionniste
voilà, qui m'aide à orienter mon alimentation, qui m'explique comment la thyroïde joue, qui m'explique enfin vraiment, ça c'est une démarche que j'ai fait moi, là, que j'ai ouverte, donc à 10 mois après mon opération, parce que je pense qu'il faut le temps de guérir, il faut le temps d'avancer, il faut le temps de mûrir sur cette maladie, sur cette opération, sur ce changement physique, mental, psychologique. Parce que là, je vais en parler, mais il y a aussi des aspects enlever la thyroïde, pour moi, ça a eu un aspect mental important. En fait, j'ai eu un gros donc je me suis fait opérer en juin 2024. Ça a été compliqué jusque septembre, octobre, novembre et cet hiver, j'ai eu une grosse déprime. Alors je veux dire une déprime parce que voilà, hein, voilà. J'ai eu une grosse déprime, heu, ça a été très compliqué parce que j'avais pas d'énergie, parce que mentalement c'était très compliqué, parce que je prenais, en fait, il y a des choses qui me paraissaient insurmontables. Ma vie me paraissait insurmontable. En fait, physiquement, c'était dur, mais mentalement, ça l'était aussi et ça, moi, ça a été un choc parce que je j'avais pas ça avant. Comme je disais, en fait, certaines personnes qui ont des problèmes de thyroïde ont ce type de problème un peu, psychologique, si je peux dire, hein, mais moi, j'avais pas ça et là, ça a été un choc et je pense que le fait d'avoir enlevé ma thyroïde, ça m'a confrontée à ça. Hormonalement, c'est un choc, mais vous savez, les hormones aussi de la thyroïde jouent aussi sur, bah, le mental, hein, le psychologique et moi j'ai eu ça, moi j'ai eu un peu comment on dit ça? Ce retour, ce revers, après mon opération et c'est là où ça a été compliqué. Donc j'étais vraiment en grosse déprime, pendant, allez jusque avril, hein, franchement je vais être honnête, jusque avril. Hem, Ce qui a été très dur, mais ce qui en même temps m'a fait réfléchir en fait. Réfléchir à ma vie, à mon style de vie, à mon rythme, à ce que je veux, à mes valeurs de vie. En fait, j'ai eu vraiment avec cette opération un chamboulement de vie, de quotidien. Heu, j'ai réalisé des choses, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode, où j'en suis à bah, j'ai changé d'emploi, j'ai changé de boulot parce qu'en fait, quand on a ce type d'opération, quand on a ce type de problème, c'est tellement lourd physiquement et mentalement que je me suis dit: «Je ne peux plus gérer des boulots, trop compliqués, des gens trop compliqués, des gens, toxiques, nocifs», je pouvais plus tout faire, hein, je pouvais pas tout gérer et donc j'ai fait beaucoup de tri, dans ma qualité de vie et en fait aujourd'hui je remets mon état physique, mental, mon bien-être physique et psychologique au cœur de ma vie. C'est vraiment ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui, avec bien sûr ma famille, avec mon couple, avec tralala. Mais c'est en fait, je me suis laissée je me dis maintenant, voilà, c'est ça qu'il faut reconstruire, c'est ce bien-être physique et mental. Parce que physiquement, comme je l'ai dit, c'est très dur d'être, 10 mois à se traîner, à ne pas réussir à se lever, à, être dans ce manque d'énergie, dans cette difficulté et ça, on ne le dit pas quand on se fait opérer. Moi, on m'a jamais dit ça, hein. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu et en échangeant avec d'autres personnes qui ont vécu ça, eh bien, on m'a dit: «Il faut 1 an et demi». 1 an et demi pour être vraiment bien et voir l'effet positif d'avoir enlevé cette thyroïde, enfin, malade quoi et qui attaquait mon corps. Parce qu'en fait, à un moment, j'étais là: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» Finalement, j'étais pas si mal en hyper. Sauf qu'en fait, c'est une fausse pensée parce que ça enfin, les anticorps attaquent, les anticorps sont vraiment mauvais pour le corps, enfin, c'est pas pour rien qu'on enlève la thyroïde à un moment, c'est qu'il y a pas d'autre solution. Donc ça n'a pas été fait pour rien, j'ai jamais regretté, mais c'est vrai qu'on se dit à un moment, en fait, j'étais pas si mal avant. Mais en échangeant à plusieurs personnes qui m'ont dit: «Il faut 1 an et demi pour être bien», heu, bah, déjà on me l'avait pas dit et après je me déculpabilise quand même. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité là-dedans. C'est-à-dire culpabilité de pas faire du sport, du culpabilité de pas avoir d'énergie, culpabilité de, dire à ma famille, à mon mari: «Bah non, j'ai pas envie, j'ai pas d'énergie, je peux pas sortir, je peux pas aller faire une activité, je peux pas aller faire ça, laissez-moi tranquille». Culpabilité aussi de, ne plus supporter. Ne plus supporter, la pression ou les gens ou les problèmes des autres. Enfin vraiment ça a été un moi j'ai eu un flou mental, une pression mentale, que je ne supportais plus. La culpabilité du poids aussi, parce que quand on rentre plus dans rien, bah, on se culpabilise, hein. Il y a quand même la culpabilité sur les femmes, sur la pression et puis alors moi il y a un autre truc, c'est que et alors,
encore une fois, bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, mais moi, j'ai eu ça, c'est que j'ai perdu la moitié de mes cheveux et j'ai des problèmes de peau. Et oui, j'ai des problèmes de peau. J'ai maintenant l'acné de quelqu'un de 15 ans, parce que je suis allée chez le dermato et le dermato m'a dit: «Bah oui, des fois quand, la thyroïde joue là-dessus aussi». Et donc, bah, super quoi. Super, j'ai plus de cheveux et alors j'ai plus de cheveux, hein, soyons réalistes, j'ai quand même des cheveux, mais pendant 1 an, là, 10 mois, j'ai perdu mes cheveux et j'ai une peau maintenant acnéique, alors je vous dépeins un truc horrible, mais c'est pas voilà, c'est pas la cata, hein. Je suis allée chez le médecin, je suis allée chez le dermato, il y a des choses à faire. Mais je ne savais pas que normalement ma thyroïde, ça pouvait jouer là-dessus. J'aurais juste bien aimé avoir un petit fascicule sur, bah, voilà, sur quoi ça joue, hein, voilà. C'est comme le transit intestinal, on ne le dit pas, mais oui, la thyroïde, ça joue sur ça, sur le transit intestinal. Bon, alors, si je peux résumer là le bilan, où j'en suis, parce qu'il y a quand même du positif, c'est-à-dire que là, ça fait un mois que je me suis dit: «Allez, reprends-toi en main», parce que déjà j'ai plus d'énergie. Donc ça me permet de me reprendre en main. Ça me permet de, faire alors des démarches, c'est-à-dire que je suis allée voir, comme j'ai dit, une nutritionniste qui m'aide à booster par les aliments mon état physique. J'ai fait des petits checks, là je prends, des gros, voilà, des gros parce que j'ai eu beaucoup de, comment on dit? Voilà, j'avais pas de fer, des problèmes de calcémie, des problèmes de manque, de différentes vitamines. Donc aujourd'hui, je prends tout ça pour complémenter, pour aller mieux. Et là, ça fait 1 mois que je reprends une activité physique régulière. Ça a été très compliqué, moi qui courais beaucoup, moi qui faisais des semis, moi qui étais voilà, comme quelqu'un d'hyper, hein, ouais. J'avais cette énergie, bah là, j'ai plus rien. Donc là, je cours 3 kilomètres et je suis au bout de ma vie, mais au moins je le fais. Parce que là, pendant 10 mois, je n'ai rien fait, je ne sortais pas, de chez moi et ça a été très dur. Donc je vois vraiment le positif, je vois que je sors de tout ça, je vois que ça m'a aidé aussi à faire le tri et ça m'a aidé à remettre les choses importantes dans ma vie. C'est-à-dire ma santé, c'est-à-dire mon rythme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus OK pour, eh ben, me démener, dans une activité professionnelle, me tuer à la tâche, non, quoi. Alors, c'est un autre sujet ça, et peut-être que j'en parlerai, dans un autre épisode. Je pense que j'en parlerai dans un autre épisode. La vie professionnelle, comment on sort d'un environnement nocif et toxique professionnel, ça j'en parlerai. Et aujourd'hui où j'en suis, c'est que, j'ai envie d'être positive, j'ai envie d'être dans la bienveillance, j'ai envie d'être entourée de personnes bienveillantes, j'ai envie de faire des activités. Je me suis mise à plein d'activités, je me suis mise à plein de choses. J'ai envie de retrouver, vous voyez, le bonheur, le bien-être, la bienveillance de la vie positive et donc je me relance là-dedans. Et ça, c'est cool et c'est parce que j'en suis passée par là. C'est parce que j'ai un peu touché le fond, comme j'ai dit, avec cette déprime, avec ce physique qui ne suivait pas. Et donc aujourd'hui, maintenant que je vais un peu mieux, je me donne les moyens d'aller mieux. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est important. C'est un peu ce cycle de guérison, hein, voilà. Comme j'ai dit, je me suis fait aussi accompagner psychologiquement. Finalement, il ne faut pas avoir honte, hein, c'est tout, c'est comme ça. Ça nous aide. Moi, ça m'a aidé. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, un pas devant, un pas après l'autre, ça va mieux. Parce que comme je l'ai dit, la thyroïde, on ne prend pas en compte, mais ça joue énormément sur l'aspect mental, psychologique. Et ça, c'est vraiment pas à oublier, c'est vraiment pas à réduire, c'est hyper important. Donc voilà, j'ai fait ce chemin, j'ai fait ce traitement, j'ai fait ces traitements, j'ai fait cette opération et aujourd'hui j'en suis à voilà, ma TSH, T3, T4 sont stables. Alors j'ai quoi? J'ai 125 oui, de L-thyroxine. Je n'ai plus de gros, troubles comme j'ai eu, hein, de la circulation, de la chaleur. Alors la circulation toujours parce que je sens quand mon corps, a des difficultés à gérer, mais c'est gérable. Par exemple au début, quand j'ai repris une activité physique sportive et ben, en fait, le corps n'a pas l'habitude et ce que l'endocrino m'a expliqué après, c'est que le cachet que je prends tous les jours, moi,
et bien, en fait, j'ai 100 ou 125 parce qu'à l'époque, j'avais 100, c'est pour ça qu'on a augmenté. J'avais 100 de L-thyroxine et en faisant du sport, et ben, je viens puiser plus, vous voyez? Et ben, peut-être que le 100, c'était bien pour moi au repos, mais que si je reprends une activité, ben, j'ai besoin de 125 ou de 150. Ça, c'est intéressant aussi à échanger avec l'endocrino. Moi, je vous invite vraiment, si vous êtes dans ce cas, à vraiment tout dire. Tous les symptômes que vous pouvez avoir. J'ai même les yeux. Alors, j'en ai pas parlé au début, mais j'avais des problèmes d'œil et on m'a jamais dit que ça pouvait être lié à la thyroïde. C'est dingue ça. Voilà. En fait, la thyroïde, c'est tellement important, ça joue sur tellement de choses, on ne le sait pas. Et parfois, on ne sait même pas qu'on a ce type de maladie. Moi, je vous ai dit, je ne savais pas que j'avais ce type de maladie. Et c'est en faisant un contrôle de fertilité qu'on m'a dit qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, merci à l'époque à ces médecins qui ont été voilà, assez réactifs là-dessus. Parce que j'ai eu la chance d'être accompagnée. C'est difficile aussi d'être accompagné. Il faut être réactif, il faut trouver des médecins, il faut voilà, se donner les moyens. Mais en fait, ça en vaut la peine. Je veux dire, la santé en vaut la peine. La vie, c'est ça. Et finalement, moi, j'ai compris aussi que vous savez, quand on dit quand on a la santé, tout va, bah, finalement, c'est quand même important. C'est le mot de la fin quand même, c'est que la vie, c'est pas tout le temps souffrir dans son corps. La vie, c'est pas tout le temps souffrir dans sa tête et que c'est important d'agir et de faire des choses pour aller mieux. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi un peu de bienveillance pour soi-même. On fait ce qu'on peut, mais ce que mon mari me disait et ce que je peux aussi partager, c'est que si je ne dis pas ce qui ne va pas et comment je suis, eh bien les autres autour de moi ne peuvent pas le savoir. Parce qu'en fait, moi, comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de culpabilité et puis j'avais honte et puis je savais pas expliquer aussi ce qui m'arrivait. Et donc mon mari m'a dit: «Mais si tu ne me le dis pas, je ne le sais pas». Et ça a été aussi important pour moi maintenant de dire: «Bah non, là je suis à ma limite, je suis fatiguée, là laisse-moi tranquille» ou «Aujourd'hui ça va, on peut aller faire des choses», voilà. Ça a été important aussi dans la compréhension, des autres personnes, voilà. Alors bien sûr, je veux pas, dramatiser, et puis moi je suis pas là-dedans, hein. Moi je n'exprime pas, mais dans mon cercle très privé, je trouve que c'est important quand même de le dire. Voilà, j'en suis à la fin de cet épisode, j'ai beaucoup parlé. Si je voulais juste échanger un petit peu, expliquer un petit peu, ce qui s'était passé, ce qui m'était arrivé aujourd'hui, dire que ça a été dur, mais ça va mieux. Si je peux, voilà, aider. Si quelqu'un qui se pose des questions sur ça, sur peut-être sur Basdo, sur la thyroïde, sur comment l'expliquer à son entourage ou autre, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions à partager, à échanger. C'est aussi le but un petit peu, c'est comme je vous dis, moi, je n'ai pas trouvé sur les réseaux cette communication, cet échange. Voilà, Heu, parce qu'on ne parle pas de tout ça et je voulais tout simplement, voilà, échanger en bienveillance, vous expliquer ce qui m'est arrivé et où j'en suis. N'hésitez pas à partager, commenter, échanger peut-être avec quelqu'un qui a vécu ça ou autre. En tout cas, prenez soin de vous, de votre santé physique, mentale, psychologique, émotionnelle, c'est important et puis, comme je l'ai dit, prenez les choses avec bienveillance. En fait, la vie est longue, mais ça peut être difficile si on ne prend pas de la bienveillance, enfin, si on n'ajoute pas de la bienveillance dans son quotidien. Ça, c'est important. Voilà. Sur ce, je vous dis peut-être à bientôt. Prenez soin de vous, c'est ce qui est important.